Quels sont les principaux enjeux de l'éducation universitaire que l'UQTR priorise à l'heure actuelle? Bien, écoutez, c'est l'heure de la rentrée. Donc, c'est l'accueil de nos étudiants. On a plusieurs milliers là, qui arrivent et près de 3000 qui seront nouveaux, pour qui c'est la première fois qu'ils viennent à l'université. Ils peuvent venir de l'étranger, mais beaucoup viennent à la fois de la région de la Mauricie, mais l'UQTR, c'est des gens qui viennent aussi d'ailleurs. 60% de nos étudiants ont une adresse permanente qui est plus éloignée qu'1 heure du campus de Trois-Rivières. Donc, si vous me posez la question, quelle est la priorité de l'UQTR maintenant? Bien, écoutez, dans les prochaines semaines, c'est l'accueil de nos étudiants. Mais il y a bien d'autres réponses à donner à cette question-là. Le numérique occupe de plus en plus de place en éducation. Ces avancées sont-elles un soutien ou plutôt un frein au système éducatif? Bien, écoutez, vous posez la question à quelqu'un qui a fait une grande partie de sa carrière sur la transformation numérique des universités. Donc, une chose, pour l'apprentissage, beaucoup de recherches montrent que le numérique a un effet qui est soit neutre ou positif. C'est vraiment, tout est dans le déploiement de ce numérique-là. Et bien sûr, quand on parle de jeunes enfants, c'est autre chose. Mais dans le monde universitaire, il y a vraiment un potentiel important. Il faut savoir que les populations qui fréquentent l'université sont très variées. Quand on pense à l'université, souvent on va penser aux gens qui ont les 18-24 ans. Mais l'université québécoise, elle est beaucoup plus diverse que ça. C'est à peu près 36 à 40% des étudiants qui fréquentent l'université qui la fréquentent à temps partiel. Ce sont souvent des gens qui travaillent, qui ont des familles et qui fréquentent l'université pour obtenir un premier baccalauréat en faisant un cumul de certificats ou ils viennent compléter des formations plus courtes. Donc, ces personnes-là, pour elles, la formation en ligne est extrêmement intéressante parce qu'elle est très flexible. Donc, une université comme la nôtre, on doit pouvoir trouver des manières de servir à la fois une population plus jeune qui demande une expérience différente et un contexte d'apprentissage différent, mais aussi penser qu'on a un rôle d'accès qui est beaucoup plus large. Et donc, on doit trouver l'équilibre. Il y a des programmes, il faut se le dire, pour lesquels la formation plus traditionnelle est nécessaire. Il y a des laboratoires. On sait que les jeunes viennent passer 3 ans, 4 ans ici pour apprendre un métier, une profession, une discipline. Alors que dans d'autres cas, bien, c'est des choses qu'on apprend pendant qu'on travaille. Alors là, bien, la formation en ligne est nécessaire. Cela dit, même les étudiants plus traditionnels vont demander de la formation en ligne. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on examine et on réfléchit la pédagogie, l'intégration du présentiel et de portions d'apprentissage en ligne est souvent extrêmement intéressante parce que toutes les ressources documentaires sont là et il y a des moyens de faire des parcours pédagogiques absolument extraordinaires avec le numérique. Donc, vous voyez, vous avez posé la question à quelqu'un qui peut être un peu passionné. Quelle importance occupe la recherche à l'UQTR et quels sont les sujets dans lesquels l'université se démarque? Écoutez, la recherche, elle est fondamentale dans toutes les universités. Cela dit, les universités sont aussi des lieux d'accès aux études. Et j'en parlerai un peu plus tard. Mais la recherche, pour une université, c'est une manière de contribuer au savoir, mais aussi de se donner des niches d'excellence. Chaque professeur doit contribuer à la recherche. C'est cette manière-là, on est là pour pousser le savoir jusqu'à ses limites. Ça nous permet d'enrichir notre formation. Ça nous permet d'amener les étudiants à se poser les toutes dernières questions, là où il y a encore des questions à se poser dans un domaine, puis d'y réfléchir, parce que ces étudiants vont devenir les prochains profs d'université peut-être, mais aussi les citoyens qui devront se poser les bonnes questions, là où on n'a pas encore de réponse. Mais pour l'UQTR, d'une manière plus structurelle, bien, depuis 5 à 6 ans, 7 ans, notre recherche, elle est de plus en plus intensive. Les sommes que nous réussissons à tirer pour financer la recherche sont en croissance constante. Ça a doublé depuis 5 à 6 ans. Tellement qu'on se rend compte maintenant, là, il y a un organisme qui classifie les universités canadiennes selon leur performance en recherche. Nous étions jusqu'à l'année dernière considérés comme une université principalement de premier cycle. Maintenant, nous sommes entrés dans la catégorie des universités à vocation intensive de recherche parce que la proportion de nos budgets de recherche sur le budget total de l'université s'approche maintenant de ce que l'Université de Montréal, Laval, l'UQAM, Concordia peuvent avoir comme proportion.
Et l'autre variable qui est utilisée, c'est le pourcentage d'étudiants, de nos étudiants qui étudient dans les programmes de doctorat. Et là, on est à l'égal de l'Université de Montréal, l'Université Laval. Et donc, on est maintenant une université qu'on appelle généraliste, qui démontre combien notre université a une contribution en recherche exceptionnelle. Là où on performe bien, ben, vous le savez, l'énergie, pas simplement l'hydrogène, mais l'énergie comme telle. Il y a des réseaux de recherche sur l'énergie qui se situent, dont la tête de pont est ici à l'UQTR, et sur à la fois le transport par voiture, la gestion de l'énergie dans le patrimoine bâti avec la chaire d'Hydro-Québec. Ça, c'est un secteur qui est vraiment riche pour nous. Mais il y en a d'autres. En santé, nous sommes le 3e pôle québécois par la diversité des professions de la santé pour lesquelles nous formons, une recherche en santé qui devient de plus en plus riche, les PME. La recherche sur les PME, j'ai découvert en venant à l'UQTR et en me baladant, en rencontrant des gens dans d'autres pays, que la recherche sur les PME est née à l'UQTR dans les années 80. Et c'est toujours avec notre Institut de recherche sur les PME, une contribution de très grande qualité. Mais là, il y en a d'autres qui surgissent au niveau de la gestion des ressources humaines. Là aussi, on a des expertises qui sont en croissance. Et bien sûr, du côté des arts, des communications sociales et du loisir, on a des espaces de réflexion, de recherche uniques au monde dans ces secteurs-là. Le seul doctorat en loisirs, culture, tourisme en français au monde, il est ici. Donc, et là, je vous fais une nomenclature, mais vous savez quoi? J'oublie plein de choses. Et là, il y a des gens qui vont me dire, Monsieur le recteur. Donc, on a beaucoup de niches. Qu'est-ce qui différencie, par exemple, l'UQTR de l'université comme l'Université de Sherbrooke ou l'Université d'Ottawa? C'est la taille. Donc, on a un certain nombre de niches d'excellence qui correspondent à la taille de notre université. Nous sommes une université de taille moyenne, 16 000 étudiants, 15 à 16 000. Les universités qui ont 45 000 étudiants ont beaucoup plus de niches d'excellence. Ce qui est important pour nous, c'est que sur la base de nos niches d'excellence, on en construise d'autres. Quels sont les impacts d'une diminution des étudiantes et étudiants internationaux sur le réseau universitaire? Elles sont multiples et il faut, pour le mesurer, comprendre ce qu'est l'apport des étudiants internationaux dans une université. La première chose, quand on est en région, vous avez notre campus principal, puis on a des campus à Drummondville, à Joliette, à l'Assomption, à Terrebonne, Québec, Longueuil. Mais quand on prend simplement la Mauricie, Trois-Rivières, c'est à peu près 3-4 % de la population qui est issue de minorités visibles. Écoutez, à Trois-Rivières, à l'UQTR, on avait l'année dernière 18 % de nos étudiants qui étaient des étudiants internationaux. On avait 13 % de nos professeurs qui se sont déclarés il y a 3 ans être issus d'une minorité visible. Donc, on est un vecteur de diversité et d'internationalisation. Donc, les étudiants internationaux qui sont présents ici, ils nous permettent d'internationaliser l'expérience d'études à l'UQTR dans un monde, dans une planète qui est globale où la plupart d'entre nous, la plupart de nos étudiants vont voyager. Beaucoup d'entre elles, de nos diplômés, hommes et femmes, vont travailler dans des organisations qui iront à l'international. C'est une exposition à l'international à travers les étudiants internationaux qui est extraordinaire. Cela dit, pour la recherche, c'est fondamental parce que dans les niches hautement spécialisées qu'on mentionnait tout à l'heure, souvent, c'est 70 %, 60 % des étudiants qui participent au projet de recherche qui viennent de l'international. Pourquoi c'est cela? Écoutez, on fait le plein d'étudiants québécois pour ces programmes-là, pour ces projets de recherche-là, mais le Québec ne génère pas suffisamment de candidats dans des niches hautement spécialisées. On demeure une société de 9 millions d'habitants. Quand on parle de l'hydrogène, quand on parle de la science forensique, quand on parle d'environnement et certains secteurs de l'environnement, écoutez, le pool de candidats à qui on ouvre la porte est suffisant pour accueillir l'ensemble des Québécois, mais pas suffisant pour les projets de recherche qu'on a à faire. Et donc, les étudiants internationaux viennent en grand nombre aux études supérieures participer à la recherche. Et vous savez quoi?
Ce qu'ils amènent au Québec, c'est qu'une fois qu'ils diplôment, la plupart d'entre eux retournent dans leur pays, créent des entreprises, participent aux universités là-bas et maintiennent des liens avec nous. Et ça, on appelle ça de la diplomatie scientifique. Il y a un impact économique dans tout ça parce que c'est peut-être une diplomatie économique aussi. Et il y a une partie d'entre eux, à peu près le tiers, qui aspirent à devenir québécois. Et donc, écoutez, on a là des gens qui arrivent ici, qui dans le fond, puisque le Québec met des droits différenciés pour les étudiants internationaux, ils financent l'ensemble de leurs études. Ils se francisent s'ils arrivent au 3e cycle et qu'ils ne maîtrisent pas parfaitement le français. Ils s'intègrent tous et là ensuite disent on aimerait bien rester. Quelquefois d'ailleurs, ils sont tombés en amour avec le pays, mais peut-être aussi avec quelqu'un d'autre. Et ça fait des immigrants déjà passablement avancés dans leur parcours d'immigration pour devenir pleinement des Québécois. L'accessibilité à l'éducation supérieure est un pilier de la justice sociale et de la démocratie. Comment peut-on favoriser une plus grande accessibilité aux études universitaires? En fait, c'est la chose, quand on parlait de recherche, il faut parler d'accessibilité parce que parmi les grands enjeux, c'est ça. Le réseau de l'Université du Québec a été fondé en 1969, l'UQTR cette année-là d'ailleurs, pour donner un accès aux études universitaires pour les jeunes francophones à travers la province. Et ce qu'on a vu, c'est que c'était les jeunes et les moins jeunes qui sont allés pour fréquenter l'université. L'UQTR s'était vu assigner 4 régions. La Mauricie, le centre du Québec, la Naudière et l'Abitibi. Maintenant, il y a une université en Abitibi, c'est parfait, mais on garde pleinement et entièrement notre rôle d'accès aux études universitaires en Mauricie, au centre du Québec et dans la Naudière. C'est pour ça que vous avez entendu au cours des dernières années, on inaugure un campus à l'Assomption, un à Joliette, un à Terrebonne, un nouvel édifice au campus de l'UQTR à Drummondville. Nous étions déjà dans ces villes-là depuis souvent 50 ans, mais nous étions dans les édifices des cégeps, qui maintenant n'ont plus d'espace, donc on a dû se donner des campus. Ce que ça nous a permis de faire, c'est à la fois de se distinguer, et là les gens savent que l'UQTR est présente, on s'est donné plus d'espace. Par exemple, à l'Assomption, où on offre des programmes en éducation, on forme des enseignants. À l'Assomption pour la Naudière, on avait 170 places, on en a maintenant on pouvait accueillir 170 étudiants, on en a maintenant 430. Ça s'est rempli en une année. L'avidité d'avoir accès dans ces milieux à l'enseignement universitaire, elle est importante. L'UQTR, c'est encore un étudiant sur 2 qui est un étudiant de première génération. Ça veut dire que personne dans sa famille n'est allé à l'université. La mission sociale de notre université, de l'UQTR, elle est là. Elle est de donner accès. C'est important, ça. Moi, je suis un étudiant de première génération. Je viens du plateau Mont-Royal, famille d'ouvriers. Personne dans ma famille n'est allé à l'université. Je me retrouve recteur. Écoutez, le système québécois de donner accès fonctionne. Il faut qu'il fonctionne pleinement, aussi en région, pas simplement. Je viens de Montréal, pas simplement Montréal. Et l'UQTR joue ce rôle-là plein et entier. Et d'avoir un certain nombre de campus dans des régions qui sont relativement grandes. Vous savez, Drummondville, c'est à 1 heure de Trois-Rivières, mais l'hiver, c'est un peu plus loin. Quand on parle de Joliette, quand on parle de l'Assomption de Terrebonne, c'est la même chose. Donc, il y a là la nécessité de pouvoir ouvrir les portes à l'enseignement universitaire en offrant des programmes localement. En plus qu'au Québec, on a des droits de scolarité qui, en comparaison aux autres lieux à travers la planète, sont bas, à travers l'Amérique du Nord surtout, sont bas, même s'ils apparaissent élevés. Dans certains cas, quand on est un étudiant de première génération, ça peut apparaître élevé, mais le vrai coût, il est encore plus grand quand on parle de tout ce qui entoure la participation aux études. Vous savez, je mentionnais que l'UQTR, c'est seulement 30% des étudiants dont l'adresse permanente est à 1 heure du campus de Trois-Rivières. On le sait que ça veut dire, dans certains cas, on est en zone rurale, dans une autre ville, le transport en commun en interville est presque inexistant en Mauricie. Bien, ces gens-là, à un moment donné, doivent partager, se déplacer en voiture, mais imaginez ceux qui sont plus loin. Ça veut dire une voiture,
un appartement, se nourrir, être ici. On ne peut pas rester dans bien des cas à la maison quand on est en région. On ne peut pas rester à la maison chez ses parents, souvent, et étudier, c'est trop loin. Donc, qu'est-ce qu'on aurait à faire? Il faut qu'on considère ça dans l'attribution des bourses, dans la compréhension de ce que sont les coûts des études et globalement chercher à diminuer ces coûts pour tout le monde. Ça veut peut-être dire diminuer encore les droits de scolarité. Ça veut surtout dire, je pense, qu'on aurait un impact beaucoup plus grand si on pouvait construire encore plus de résidences, en réduire les coûts et permettre aux étudiants de venir dans leur région, pas trop loin, étudier. Ça, c'est le facteur de succès. Pourquoi avez-vous accepté d'être ambassadeur de la Gazette dans le cadre de son 40e anniversaire? Bien, écoutez, la Gazette, c'est un hebdo régional. Je pense qu'au cœur de la démocratie est de bien comprendre ce que sont les enjeux sociaux, de lire des points de vue qui sont différents, de comprendre ce qu'est le point de vue de celui et celle qui écrivent les articles, qui rapportent les faits. Tout ça est particulièrement important. Et on est dans un moment où il y a un effritement complet de l'accès au journalisme, à des idées nouvelles et surtout un effacement des régions. Les médias dominants sont des médias qui deviennent nationaux. Vous savez quoi? La presse, on la lit tous, moi je la lis à tous les jours, ça fait partie à 5h30 du matin, elle est lue, Le Devoir à 6h, et ce sont des médias nationaux. Le Nouvelliste est un média régional, et on voit l'état dans lequel il est. La Gazette de la Mauricie fait partie des médias régionaux et ils disparaissent. Et il est important pour ceux qui restent, dont la Gazette, qu'on les encourage, parce qu'ils nous donnent le point de vue de ce que nous sommes. Sinon, écoutez, je vais le dire bêtement, là, ça ne sera que le point de vue de Montréal qui nous viendra. Et c'est un point de vue qui est complètement différent de notre réalité. Il y a des choses pour lesquelles on est d'accord, on s'entend, des grands enjeux sur lesquels on est d'accord, mais il y a quand même des sujets qui sont hautement pertinents à notre région. Et le point de vue de nos régions sur ces enjeux-là est important. Et la Gazette, c'est le point de vue de la Mauricie. Qu'est-ce qui distingue la Gazette des autres médias? Je pense la pluralité des voix qu'on y trouve. Ça aussi, c'est important. Vous savez, si on a 10 médias et qu'ils ne regardent l'enjeu que d'une seule manière, ce qui est souvent un peu ce qu'on voit au Canada, quoiqu'on peut sentir des petites différences, il y a un juste milieu dans lequel un peu tout le monde se retrouve. Moi, j'aime bien voir des gens qui sont engagés socialement, qui écrivent sur des sujets et qui me donnent un point de vue différent, duquel je peux être d'accord ou non. Mais au moins, je comprends cette diversité des points de vue et des analyses. Pourquoi devrait-on lire et faire un don à la Gazette? Ben, écoutez, parce qu'il faut maintenir vivante, bien vivante, ce que sont les médias régionaux. Pour nous, en Mauricie, c'est la Gazette, et donc je vous encourage. On sait combien l'enjeu du financement des médias et des modèles commerciaux qui, eux aussi, orientent les points de vue journalistiques, combien ces modèles commerciaux ont un impact. Ben, écoutez, le don, la bienfaisance, la philanthropie, sans attendre quoi que ce soit de retour, c'est un beau geste. C'est un beau geste pour la Mauricie à travers la Gazette.